Bonjour, bonjour, bonjour. Un beau jour, il fait beau, on est content. Merci d'être avec nous. Merci, chers amis de Canal 10, chers amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver, comme chaque samedi, pour cette émission qui, depuis 3 ans, propose une autre idée de l'économie, une vision de l'économie où nous parlons de nos spécificités, nos problématiques et nous essayons surtout de les résoudre. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Donc, pas de thème central, mais on va, en préambule, exercer le droit de réponse dans l'affaire Lambert, une affaire qu'on avait traitée le 30 décembre. Donc, selon la loi, c'est tout ce qui est normal, hein, de toute façon. À partir du moment qu'une personne se sent lésée dans une action de communication, elle a le droit, selon l'ARCOM, de pouvoir demander, solliciter un droit de réponse. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ensuite, on va parler de la croisière. Avec Ijana Consulting, on va parler de la croisière business. C'est la 3e édition, on va se poser. C'est la 4e édition. Voilà, il faut m'inviter, c'est pour ça que je ne me rappelle pas. Donc on va parler de cet événement et surtout du rendu. C'est ce qui nous importe, c'est comment ça s'est déroulé et surtout les connexions, puisque la croisière se fait dans la Caraïbe. Donc un potentiel d'ouverture de nos chefs d'entreprise vers la Caraïbe, c'est ce qu'on attend depuis des années, on va en discuter. On va recevoir aussi notre cher ami Dominique Virasamy, le président du SNEG, avec qui nous allons parler d'une manifestation qui se déroulera, un grand rendez-vous, dès lundi. Il nous expliquera un peu de quoi nous allons parler lundi et quel est l'état de nos entreprises, des petites structures. En forme, Dominique? Toujours. Toujours. Je rappelle que Dominique est couturier de métier, c'est pour ça qu'il nous gratifie de ses belles tenues à chaque fois. Voilà. Steve, comment tu vas? Oui, bonjour Patrice, oui, ça va? Ouais, tranquille. Ça va, toujours au combat comme d'habitude. Voilà. Marie-Galante, ça va? Oui, Marie-Galante est en plein développement sur le plan touristique, donc il faut, voilà, je vous invite à venir à Marie-Galante d'ailleurs. Oui, ok, bon, on viendra, on va venir justement. justement. Marie-Galante, pourquoi pas? Ben oui, on a prévu justement d'y aller dans le Culture Business Tour avec France Aimé et les autres. On viendra. Je rappelle que tu es avec nous désormais en ta qualité d'expert comptable et aussi fanatique de la géopolitique. Géopolitique, tout à fait. Très bien. Wow, un téléphone. France Aimé, comment tu vas? Toujours bien. Toujours. Positive attitude. Voilà, ben c'est parfait. Eh bien, on attend Corian d'un moment à l'autre. Eh bien, pour l'heure, je remercie Jordan pour la réalisation. On va tout de suite montrer le document. On va parler du droit de réponse. Si Jordan peut mettre l'illustration, merci. Voilà, donc le droit de réponse de monsieur Jean-Pierre Melon et madame Maude Muguet suite à l'émission Culture Business du 30 décembre. Donc je vais vous donner lecture du document de l'avocat. Donc alors, contrairement aux affirmations fausses diffusées sur l'antenne le 30 décembre 2023, les consorts Muguet-Melon ont réglé plus de 70 000 € de loyer aux époux Lambert entre octobre 2020 et octobre 2023. Ils n'ont pas réglé les loyers de novembre et décembre, soit 2 400 € en application à la loi des articles 1719 et 1720 du Code civil, autorisant leur consignation en cas de manquement à ces obligations de bailleur. En l'espèce, les infiltrations d'eau récurrentes cloquant les murs depuis 2 ans et les courts-circuits amenant à un départ de feu dans la cuisine. Contrairement aux affirmations, le bail liant les consorts Melon-Muguet à M. Thierry Lambert n'a jamais été résilié le 15 octobre en raison de l'absence de caractère légitime et sérieux en congé donné. Contrairement aux affirmations, en aucune manière la configuration de la maison n'a été modifiée par mes clients. En aucune manière, et contrairement aux affirmations, mes clients ont sous-loué leurs biens à des agences de location tels que Airbnb, ayant toujours occupé personnellement les locaux. Contrairement aux affirmations, en aucune manière, les clients consorts Muguet-Melon ont comme activité des locations de véhicules, les 4 véhicules se trouvant à l'intérieur étant des propriétés de Mme Maude Muguet, M. Jean-Pierre Melon, Madame Florine Muguet et Monsieur Gabriel Muguet. En aucune manière, et contrairement aux affirmations, les consorts Muguet-Melon
n'avaient à payer les charges d'eau et d'électricité, celles-ci étant incluses dans leur contrat de location. Enfin, les époux Lambert sont très loin d'être en difficulté financière. Madame exerçant en tant qu'assistance à la personne et monsieur en tant qu'administrateur d'un groupe religieux. Mais surtout, il dispose d'une villa évaluée à 200 000 euros se trouvant au 36 rue Chorin à Oberlag en Alsace, dont les revenus locatifs sont évalués à 1 500 euros par mois. Nous tenons à préciser que les époux Lambert sont poursuivis devant le tribunal de Pointe-à-Pitre pour le mois d'avril 2024 pour un dédommagement avoisinant les 300 000 euros. Voilà, c'est signé Maître Alain Roth. Voilà. Alors, on va tout de suite enchaîner avec nos invités. Monsieur Virasamy Dominique, qu'en fait? Ça va bien, un café sport au moins de temps en temps, hein, pour avoir un petit peu plus de longévité. Hein, donc ça va, le mental est là, puisque d'autant plus qu'on va parler tout à l'heure de cet événement hein, qui est là à l'attention des indépendants de Guadeloupe. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors je vous demanderai quelques mots sur l'actualité du moment, là, le décès de M. Xédi Cornet. Ah oui, j'étais sur une chaîne concurrente à Canal 10 quand l'information est arrivée sur le plateau. Et donc, du coup, j'étais un peu frappé. J'étais un peu frappé parce que je ne connais pas précisément Xédi Cornet, mais je le côtoyais un petit peu. Et donc, j'étais à 10 000 lieues de comprendre qu'il est décédé par rapport à ce que j'ai entendu, par obstruction alimentaire. Donc, je n'ai pas très bien compris. Et moi, je préfère, parce que bon, c'est un homme qui a été un peu controversé, mais moi, je préfère garder une image très positive de Xédi Cornet. Hein, c'est celle où c'est un jeune qui est arrivé à la région. Il s'est construit tout seul avec les complications de sa vie. Hein, et il avait en point de mire d'occuper le fauteuil du conseil régional. Et donc, voilà, c'est cette image-là, l'image combattant, l'image d'un homme déterminé à vouloir réussir à tout point en politique. Et donc, voilà, donc c'est un petit peu cette image-là que je préfère garder de Xédi Cornet. Très bien. Steve, rapidement. Oui, non, bon, j'étais très triste hein, du décès de Xédi Cornet. Et bon, alors, pour dire en toute vérité, j'étais pas d'accord avec lui sur le plan politique. Et puis j'étais quand même, et puis bon, j'étais pas aussi d'accord sur les attaques personnelles qu'il subissait. Et d'ailleurs, je le trouvais très courageux. Mais c'est vrai qu'avec le résultat là, de l'autopsie, je me dis effectivement peut-être qu'on devrait peut-être limiter le nombre de mandats, parce que moi je me suis toujours posé la question comment un homme pouvait être à la fois maire d'une collectivité, président de Sinoval, président de la CARL, vice-président à la région. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu révolté par les cumuls de mandats. Donc moi, mais bon, en tout cas, je suis très triste et puis je transmets mes sincères condoléances à la famille de Xédi Cornet. C'est vrai qu'on oublie que nous sommes des hommes. Ouais. Nous sommes des hommes et des femmes avec... et voilà, il y a une famille aussi. Et donc, des fois, on est dans des dynamiques de prendre tous les postes, soi-disant, en disant, parce qu'avant, c'est ce qu'il disait, il fallait être partout pour pouvoir, c'est ce que nos élites disaient avant, il fallait être partout pour pouvoir avoir un contrôle et pouvoir booster les dossiers des villes. Mais au final, quand on est partout, est-ce qu'on est efficace? Voilà. Est-ce qu'on est efficace et au niveau de sa santé aussi, comment on prend soin de soi? Parce qu'il faut gérer tout ça, hein, la gestion des émotions, du stress, de la charge de travail aussi, c'est ça. Donc il y a le stress, il y a tout ça à gérer. Je pense que je vais aller dans ton sens. Nos élus ont plusieurs fonctions. Et peut-être qu'il faudrait revoir ça aussi, que chacun s'occupe de quelque chose et qu'on y aille jusqu'au bout. Parce que ça fait beaucoup pour une seule personne. Il a une famille aussi. Il est jeune papa. Et puis, ce qui est plus choquant, c'est l'âge. Ouais. Donc, moi, j'étais sur le choc, en fait. Ouais, ok. Isabelle? Ben, je ferai l'impasse sur le côté politique. Par contre, c'est quelqu'un que j'ai croisé et qui m'a toujours bluffé par le dynamisme et la présence qu'il avait. Il faisait, contrairement à beaucoup d'entre nous, malheureusement, il faisait partie des gens qui étaient actifs, qui s'impliquaient et quand il disait quelque chose, il le faisait. Et je suis d'accord sur ce que nous disons, que
est-ce qu'il n'y a pas trop de cumul de mandats? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression pour un seul homme, quelqu'un de jeune? Et la seule chose que je peux dire, en tout cas, c'est que je m'associe à la douleur de la famille, parce que ce n'est jamais simple de perdre un être cher, en plus avec un bébé de 4 mois, je crois. Et ce qui m'est venu à l'esprit, je prenais mon petit déjeuner ce matin, et je me dis comme quoi on a la main sur rien, en tout cas pas sur la mort. Et la mort peut arriver de façon subite, idiote. Franchement, ouais. Obstruction alimentaire, qui aurait pensé? Et je me dis, c'est trop bête. C'est vraiment trop bête. Alors, il faut en profiter, quoi. Faut être conscient du moment court que nous passons sur Terre, aller, comme disait France Aimée, jusqu'au bout des choses et ne pas vouloir prendre. C'est la notion d'humilité aussi. On est peu de choses parce que oui. vous avez beau avoir accumulé des postes en haut fonction, et là, regardez à quoi tient la vie, quoi. Oui, je voudrais en 2 secondes rajouter quelque chose. C'est que c'est quelqu'un avec qui j'avais des rendez-vous futurs, puisqu'il était très intéressé, il était très engagé dans la problématique de l'eau. Et voulait surtout comprendre le mécanisme qui trahit un petit peu les chefs d'entreprise qui utilisent l'eau au quotidien et qui posent problème. Et donc il voulait comprendre un certain nombre de choses, et nous avions il n'avait pas encore programmé le rendez-vous, mais c'était dans les tuyaux. Deuxième chose, en ma qualité de président de France Active Guadeloupe, nous occupons de porteurs de projets dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'après-midi, je lui ai adressé un mail pour lui demander un rendez-vous pour que nous puissions voir comment avec la CARL, nous pouvions travailler ensemble dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça m'a fortement peiné d'apprendre à ce moment-là son décès. Très bien. Voilà pour cette parenthèse. Oui, je voulais rajouter un petit élément concernant les chefs d'entreprise. C'est vrai qu'en général, moi en tout cas, je conseille toujours de s'accorder toujours une pause du midi du repas et éviter effectivement parler au téléphone, répondre au téléphone. Des fois, il vaut mieux faire une coupure d'1 heure et dans la journée après, même. Dans la journée même, oui. D'accord. Très bien. Donc, tu nous expliques un peu la journée d'un expert comptable. Ça pas être simple. Voilà. Alors, Dominique, justement, on va revenir vers toi. Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Sauver nos entreprises guadeloupéennes. Alors, tu as à plusieurs reprises eu l'occasion de venir ici, expliquer en 2 mots ce que c'est que le syndicat que tu représentes, le SNEG, et ensuite on va parler de ton événement et plus généralement de l'état de santé des entreprises. Alors, le SNEG a été créé en 2015, donc nous avons à peu près 8 ans d'existence. Et donc, nous avons pour objet d'accompagner partout où le chef d'entreprise indépendant est attaqué, nous avons pour objet de défendre l'indépendant. Indépendant, c'est auto-entrepreneur, micro-entreprise, qui a été unifié en un seul bloc. Maintenant, on parle de micro-entrepreneurs et réel simplifié. Parce que les indépendants ont très largement été tyrannisés par le RSI avec son logiciel SNV2, et donc ça a posé beaucoup de problèmes, on va expliquer ça tout à l'heure, au niveau des cotisations sociales. Et donc nous avons décidé de mener le combat de front, puisqu'il y a des injustices à l'égard des chefs d'entreprise, et nous sommes là pour démontrer qu'il y a des problèmes et que justement les gouvernements successifs, je ne parle même pas de celui de M. Macron qui a hérité de cette situation-là, mais les gouvernements précédents n'ont rien fait pour pouvoir améliorer la situation des indépendants. Et c'est certainement pas ce rapport que je vais mettre en ligne très bientôt, puisque nous avons gardé certaines cartouches pour un futur procès que nous allons entamer très bientôt. Et donc j'ai lu ce rapport de transition du RSI vers le RSI vers la SSI, et il se trouve que ce rapport-là est totalement vide. À aucun moment, il ne parle des difficultés des indépendants, il ne parle du logiciel SNV2, et il ne parle surtout pas des complications de retraite liées aux insuffisances de cotisations sociales. Donc on va développer tout ça tout à l'heure. Très bien. Donc alors, justement, le rendez-vous, c'est demain à l'espace lundi, excusez-moi. L'espace régional, c'est à 18h. De 18h, donc,
tu invites qui cette réunion? Alors, dans 8 ans d'existence, c'est la deuxième fois que nous faisons une réunion aussi importante. On a eu l'occasion de faire dans des salles plus petites, hein, mais en 2018, on avait fait une première réunion comme celle-là, hein, où nous avions expliqué un certain nombre de choses. Nous avions eu un grand succès. Et là, je ne doute pas un seul instant que le succès sera encore au rendez-vous, puisque en vertu des nombreux appels que je reçois, hein, effectivement, lundi 25, lundi qui vient, ce lundi-là, hein, que nos téléspectateurs puissent bien marquer ça dans leur planning. Et donc ce lundi-là, de 18h à 20h30, à l'espace régional du Rézé, nous allons recevoir les indépendants, c'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, micro-entreprise, donc micro-entrepreneur réel simplifié, si vous êtes retraité ou futur retraité et même futur créateur d'entreprise, si vous êtes même futur créateur d'entreprise, c'est important de venir pour comprendre un petit peu le mécanisme et cela vous permettra de vous aiguiller, hein, vers le statut le meilleur pour pouvoir créer votre entreprise. Parce que quand vous êtes indépendant, vous avez des contraintes, puisque juste pour donner une petite image, quand vous êtes auto-entrepreneur, micro-entreprise, donc micro-entrepreneur, eh bien, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires. Tandis que lorsque vous êtes au réel simplifié, vous êtes taxé sur vos bénéfices. Et donc, c'est deux choses totalement différentes, mais avec une même complication, puisque la loi Pinel, qui a été votée en 2014, hein, crée un plafond pour les métiers marchands, c'est-à-dire les personnes qui achètent pour revendre ont un plafond de 176 000 € à ne pas dépasser, tandis que les métiers de service, comme moi, couturier, plombier, carreleur, ils ne doivent pas dépasser 72 000 € de chiffre d'affaires. Et la loi Pinel dit qu'en fonction, je dis bien en fonction de votre déclaration de revenus, vous serez taxé pour la loi Pinel à 22%. Or, quand on fait le calcul aujourd'hui des créances qui sont exigées, on est même au-delà des 40 et 50% exigés des indépendants. Donc, il y a un problème, hein, et puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres problèmes. Est-ce que c'est un problème qu'on retrouve localement ou c'est à l'échelle nationale? Alors, le problème, il est d'abord hexagonal, mais il est multiplié par 2 ou par 3 en Guadeloupe. Je donne un seul exemple. Le RSI a frappé un document, un petit fascicule, dans lequel c'était marqué votre cotisation sociale dans les DOM. Tiens. Je sais que l'article 1 de la Constitution dit que la France est une et indivisible. Et voilà qu'on me dit qu'il y a une taxation dans l'Hexagone, une taxation. Alors j'ai fait le calcul, et quand on calcule les pourcentages de prélèvement, cotisation sociale, c'est-à-dire retraite complémentaire, maternité, tout ce qui s'ensuit, eh bien on touche carrément les 54,73% de prélèvement sur les indépendants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que dans l'Hexagone, c'est pour les réels simplifiés, hein, ils sont taxés sous leurs bénéfices à 47%. Donc il y a une discrimination marquée, hein, que nous allons dénoncer au tribunal très bientôt. Est-ce que vous pensez qu'ils communiquent suffisamment sur ce statut de micro-entreprise? Parce qu'il y a pléthore de personnes qui ouvrent et qui créent des micro-entreprises, mais j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas conscience de ce statut-là et des conséquences. Ils ne prennent pas conscience parce que, j'ose le dire, hein, parce que la sécurité sociale et donc l'URSSAF s'érigent en débordement de pouvoir, hein, parce qu'ils estiment qu'ils ont la loi de leur côté, alors que la loi est très mal faite, puisqu'il y a des lois que les URSSAF ne respectent pas. Je vais prendre juste une loi pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est que nous sommes battus avec nos parlementaires et ils ont obtenu de l'Assemblée qu'il soit voté l'article 2022-172 du 14 février 2022 et entré en vigueur le 15 mai 2022, qui stipule clairement qu'il y a une séparation nette entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Ce qui veut dire que la loi dit en suspens que le patrimoine personnel est insaisissable. Ça veut dire que même si vous avez de l'argent sur votre compte personnel, alors, si vous n'avez qu'un seul compte, ils pourront aller dessus puisqu'il est considéré comme le compte de l'entreprise. Mais si vous en avez deux, dont un compte personnel qui a de l'argent, ils ne peuvent pas y aller. Ça ne veut pas dire que la dette n'est pas recouvrable. À ce moment-là, les URSSAF doivent intenter un procès contre vous et c'est un tribunal, je dis bien, qui va décider d'une injonction de paiement.
Et à ce moment-là, un huissier viendra vous récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. Mais ils n'ont pas le droit, et ça je persiste, et je mets au défi les URSSAF ou la sécurité sociale de me démontrer le contraire, puisque la loi ne supporte pas d'approximation. Bon, voilà. Alors, on va traduire tout ça. N'est-ce pas, Isabelle? Oui. Bon, si je comprends bien, le régime micro, vous m'arrêtez, vous les spécialistes, hein, est indépendant, donc sont prélevés 22%. Normalement, on devrait peut-être prélever à hauteur de 22%. Quand je dis ça, on parle de la retraite et... Tout est compris. C'est-à-dire que quand vous faites votre déclaration, je parle sous contrôle de l'expert comptable, hein, vous faites votre déclaration de revenus et si la loi Pinel de 2014 est respectée, en fonction de votre revenu, par exemple quelqu'un qui déclare 50 000 euros de revenus, vous calculez 22% et c'est ce que vous devez aux URSSAF pour votre cotisation sociale. Et à ce moment-là, on précise bien le revenu, c'est pas le chiffre d'affaires. Non. Que les gens comprennent bien. Non. On parle de revenus, ça veut dire... Ce qui reste, voilà. on a tout payé. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est pour, attention, il faut être clair, le micro-entrepreneur, quand il est taxé, on taxe d'abord sous le chiffre d'affaires, et après c'est ce qui reste qui va permettre de payer le loyer, l'électricité, tandis que le réel simplifié, qui est taxé sous ses bénéfices, c'est lorsqu'il a fini de tout payer qu'on va prélever sur ce qui reste. Bon, alors, je vais expliquer pour qui bitin, on veut nous comprendre bien ça. Pourquoi? Parce que ça c'est un véritable scandale. Ça, c'est un sorte de bombe, c'est un scandale. Parce que si nous comprenons bien, on n'a qu'à faire chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de comme vous, sont couturiers. Chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous payez fournisseurs, vous payez employés, ça est qu'à rester, c'est revenu. C'est le résultat de l'activité. C'est le résultat d'activité. Le résultat de l'activité. L'État, normalement, censé prendre 22% pour payer retraités. Mais ça, c'est sous le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. C'est pas pareil. Non, mais c'est ça que je vous ai bien demandé. Est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires? Vous avez dit sur le chiffre d'affaires. Je précise sous le chiffre d'affaires. Pour les micro-entreprises. C'est-à-dire que vous gagnez 50 000 euros en prestation. En prestation, vous gagnez 22 000 euros. On ne considère pas pour l'indépendant, on ne considère pas le loyer et tout ce qui s'ensuit. On considère uniquement le chiffre d'affaires que vous déclarez aux impôts. Hein, et que vous transmettez l'information aux URSSAF. Et à ce moment-là, selon la loi Pinel, hein, ils doivent vous prélever 22% sur ces 50%, ces 50 000 euros. Voilà. Tandis que le réel simplifié, quand tous les mois il paye ses affaires et puis tout s'ensuit, voilà, à la fin de l'année, quand il fait sa déclaration et tout s'ensuit, c'est sous ce qui reste, hein, qu'on appelle ça les bénéfices. Et donc l'expert comptable va compléter. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre ça, parce que là, il y a justement là, dans l'explication, je vous ai demandé d'être plus clair. Faire la différence entre le chiffre d'affaires. Donc, les 22%, les 47% en France et les 54% en Guadeloupe, c'est sur le chiffre d'affaires. Alors, c'est sur le chiffre d'affaires pour celui qui est un micro-entrepreneur. Oui, mais on parle des micros. Là, on reste sur le micro. C'est le chiffre d'affaires. Voilà, on va parler par statut, d'accord? On reste sur le régime. Ceux qui nous écoutent, qui sont en régime micro, expliquons, et ensuite on va parler des autres statuts, d'accord, Steve? Alors, moi, l'information que j'ai, c'est que dans le régime micro, lorsque vous êtes commerçant, donc vous déclarez votre chiffre d'affaires aux impôts, comme disait Dominique, il y a un plafond, donc c'est jusqu'à 176 000 euros. 176 000 pour les métiers marchands. Voilà, et 72 000 euros pour les artisans. Mais alors, les métiers de service. Voilà, donc les impôts et l'URSSAF, ils appliquent, lorsque vous êtes commerçant d'abattement, vous avez le droit à un abattement, si je ne me trompe pas, de 60%. 44%, je crois. Ça a augmenté, je ne sais pas. Mais c'est 40%. Il y a un abattement, il y a un abattement sur le chiffre d'affaires, selon moi, de 60% lorsque vous êtes commerçant. Oui, voilà, et donc vous êtes imposé donc, sur les 40% restants du chiffre d'affaires. Et c'est à ça qu'on applique les taux. Voilà. Et lorsque vous êtes artisan, donc artisan, vous avez le droit à un abattement. Donc admettons, vous avez déclaré 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc lorsque vous êtes artisan, donc, les impôts appliquent un abattement de 50% sur le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vous êtes imposé sur 10 000 euros. Sur 10 000 euros. Et sur les 10 000 euros, on applique les taux. Maintenant, après, quel est le taux des impôts? Voilà. On est en télé, il faut qu'on soit clair. Il faut utiliser le schéma pour bien permettre à les gens de comprendre. Parce que ce sont des notions techniques et des fois, les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on s'est...
Voilà. Donc l'idée, donne l'exemple comme ça. Voilà. Donc, par exemple, pour un commerçant qui a un chiffre d'affaires, admettons, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 euros, donc les impôts vont appliquer un abattement de 60%, donc qui sera imposé sur 40 000 euros. D'accord. Et à ces 40 000 euros, il faut compter en moyenne une taxation des impôts entre à peu près 12 et 15%. Mais là, il y a une notion qu'il faut tenir compte, c'est la loi Pinel. Parce que la loi Pinel vient révolutionner tout ça. Voilà, alors je termine. Ensuite, il y a effectivement le calcul des charges sociales, donc anciennement RSI, maintenant qui sont prélevées par l'URSSAF. Donc, toujours, donc pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros, donc il y a toujours l'abattement des 60% pour un commerçant. Donc là, le commerçant est imposé, taxé à l'URSSAF sur 40 000 euros. Et donc, selon moi, hein, le taux actuellement, il faut compter à peu près 30%, 33% après abattement. Voilà. Maintenant, honnêtement, sur la loi Pinel, c'était une nouvelle loi, là, je ne suis pas formé. Alors, précision. J'ai une chose. J'ai donné le principe de base. Une chose. Donc là, ce que je veux bien qu'on comprenne, on a dit, donc on va prendre sur les 40%. D'accord? Voilà. Après les taux s'appliquent sur les. Après la base. Les taux s'appliquent sur les 40%, donc 40 000 si c'est un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Et sur ces 40 000, donc Dominique dit que normalement c'est 22% qu'on doit prendre. En France, selon la loi. Maintenant, non, attends, il faut bien expliquer ça ou qu'on répond après. Ensuite, tu dis qu'en France, il y a un dysfonctionnement et donc ils sont prélevés à 47% de ces 40 000. Pour les RIA simplifiés. Pour les RIA simplifiés. Donc, comme tu as posé la question sur voilà. Pour l'instant, c'est ça, parce qu'il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Non, mais je veux juste rajouter une précision. Ouais. C'est que l'indépendant qui est un micro-entrepreneur, il ne paye pas de charges patronales. Il n'y a pas de charge patronale à payer. Alors, il y a juste la déclaration de revenus et il paye ses cotisations sociales. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la pause pub et je vais rester là, téléspectateurs. Les documents sont là. Hein. Non, oui, mais le problème, c'est qu'on parle à des gens qui doivent nous comprendre. C'est ça. D'accord? Donc, justement, moi, je pense que c'est vrai que quand on est dans un domaine technique, il faut savoir simplifier pour que les gens comprennent parce que là, on mélange tout et on va revoir tout ça. On fait la pause pub, on va boire un peu d'eau et ça sera mieux. Voilà. On a bu un peu de thé, c'est bon, ça va mieux. Vous qui nous avez regardé, on va essayer de réexpliquer un peu plus pour comprendre un peu le dispositif et ce qui ne va pas. Et ensuite, vous viendrez dans cette réunion que Dominique Virasamy propose avec son groupe pour pouvoir aller un peu plus loin et comprendre vraiment la problématique. Mais ce qu'il faudrait qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'expliquer la difficulté par rapport à moi, ce que j'ai noté, les 54% qui, selon ce que tu dis, sont exagérés. Donc, en quoi il y a une exagération? C'est ce qu'on aimerait comprendre. Alors, les 54% que j'ai expliqué par rapport aux cotisations dans les DOM, il faut mettre ça de côté. C'est une discrimination que nous sommes en train de nous battre dessus. C'est une erreur ou je ne sais pas trop, une volonté. Hein, mais ça, c'est un dossier qui est totalement à part. Considérons la globalité de la situation où il y a un seul objectif pour la France, c'est de prélever des cotisations sociales chez les indépendants. Et donc, comme je le dis, parce que j'ai le document sous les yeux, par exemple, à l'époque, quand le récit, tout ça a commencé, il y avait, dans les cotisations que vous deviez payer pour la première année, il y a la maternité, maladie, maternité, indemnité journalière, retraite de base, RCI, je ne sais même pas ce que c'est, invalidité décès, allocation familiale, CSG et CRDS. Et donc, c'est tout ça qui constitue les cotisations sociales. Très bien. Et ça, normalement, à l'époque, avant la loi Pinel, c'était autour de 37%. Puisque j'ai les taux ici, 6,50, 0,70, 17,65, et tout ça. Donc, tout ça représentait autour de 37%. Depuis que la loi Pinel, pour les indépendants, puisqu'il y a plusieurs lois Pinel, il y a pour le logement, il y a pour l'environnement, il y a plein de lois Pinel. Et donc, la loi Pinel de 2014 pour les indépendants est passée à 22% de taxation sur le chiffre d'affaires de l'indépendant. D'accord? Et l'indépendant, c'est auto-entrepreneur, micro-entreprise et réel simplifié. Oui, mais tu as dit sur le chiffre d'affaires, c'est après l'abattement. Non, faut pas considérer abattement pour les indépendants. Ça n'existe pas chez les indépendants. Il n'y a pas d'abattement. C'est pour les réels simplifiés.
C'est sur les réels simplifiés. On parle d'abattement pour l'entrepreneur individuel, qui est au réel simplifié. Au réel simplifié. Tous ceux qui sont en réel simplifié, qui sont comme madame en EIRL, je crois. Oui, EI. Et donc voilà. Donc, mais Les réels simplifiés, tu peux rappeler les différences. L'indépendant. La différence par rapport au réel simplifié et micro-entreprise. Le taux est différent. Parce qu'au réel simplifié, vous êtes taxé sur le résultat de l'activité. Voilà. Quand vous allez tout payer, il vous reste un résultat. Tout à Bénéfice ou perte. Vous êtes taxé dessus. En micro-entreprise, vous êtes taxé sur ce que vous vendez. Voilà. D'accord. On ne tient pas compte de vos charges. Voilà. Si vous vendez 100, vous avez 80 de charges, il vous reste 20. Mais en micro-entreprise, on va vous taxer sur les 100, pas sur les 20. Non, Voilà. Non, j'ai juste pris un exemple D'accord. global par rapport à la différence entre réel simplifié et micro-entreprise. Alors, je reprends Vous sentez rapidement pas mon de décision, explication. je comprends pas. Je Ah non, reprends moi, rapidement je- mon... C'est pas à la télé qu'on va Mais- régler ce Oui, problème. non, C'est très complexe. Non, c'est pas ça. C'est que si on dit quelque chose, il faut que les gens comprennent. Moi, ce que je veux préciser quand même avant, Steve, c'est que ce statut de micro-entreprise, on a fait une promotion monstre sur le statut de micro-entrepreneur. Il y a pléthore de micro-entrepreneurs en Guadeloupe. C'est la moitié des entreprises en Guadeloupe. Ce sont des micro-entreprises. Mais est-ce que c'est un Mais- bon statut ou pas? Dis-le. Ça dépend de l'activité, de l'objectif de la personne. Vous voulez tester un produit, tester un marché? Oui. D'accord. C'est un bon statut. Mais ce n'est pas un statut que moi je conseille si vous voulez développer une activité, vraiment. Parce que vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires. On ne tient pas compte de vos charges. Donc s'il y a peu de charges. Donc s'il y a peu de charges, ça va. Si vous n'avez pas beaucoup de charges, OK. Mais si vous avez des charges, en conséquence, le statut de micro-entreprise n'est pas le bon statut. On rappelle les charges qu'une Les entreprise charges courantes, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, le carburant, l'assurance, la RCP, etc. Les fournisseurs sont complètement... Les fournisseurs aussi. Très bien. Tout à fait. OK. Alors, moi, l'information que je voulais porter, c'est que lorsqu'un entrepreneur démarre son activité, à mon avis, l'activité de micro-entreprise peut être très intéressante. Oui, c'est ça. Pourquoi? Puisque lorsque vous lancez une activité de micro-entreprise, vous êtes taxé que sur ce que vous avez encaissé. Déjà, d'une part. L'autre part, c'est que vous n'avez pas la TVA à déclarer, donc vous n'avez pas de TVA à reverser à l'État, et vous n'êtes pas obligé, enfin, malheureusement pour moi, pour nous les experts comptables, vous n'êtes pas obligé de tenir une comptabilité quand vous êtes en micro-entreprise. D'accord. Vous devez déclarer juste votre chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable. C'est simple. Effectivement, voilà. Donc, Voilà. c'est ça l'avantage. Voyez, aussi. voyez là. C'est formaliste pour dire et la vérité. simple. Il Très suffit de bien. rester Donc, en chez fait, soi. selon vous, Voilà. selon ce que j'entends, Dominique, je te donne la parole après. Donc, il vaut mieux pour un démarrage d'activité. À mon avis, quand même, pour commencer. tester. Après, si l'entreprise sait déjà que dès le départ, il va réaliser peut-être 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, qu'il devra recruter peut-être 3 personnes, à ce moment-là, non, vaut mieux être en réel simplifié, et voire même en société, Voilà. de manière Voilà. à ce qu'il puisse SAS, séparer son activité professionnelle de son SAS, activité SARL. personnelle. Voilà. Parce SAS. qu'il est engagé à hauteur de ce Dominique. qui met dans le Alors, capital. Alors là, il faut reconnaître que c'est un exercice qui est un petit peu compliqué, puisqu'il faut être rompu à la chose. Il faut vraiment avoir des bases comptables pour essayer de comprendre un petit peu le mécanisme. Mais moi, là où je voulais appuyer, là où ça fait mal, c'est qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes en colère, nous, au SNEG, parce qu'il faut faire la genèse du RSI. On va essayer de comprimer tout ça Très bien. rapidement. En 2006, parce qu'il faut arriver jusqu'au dysfonctionnement. Au 2006, ils ont réuni les 3 caisses, je crois, de mémoire, la Cancava, l'organique, et puis un troisième dont j'oublie. Et donc, ils ont réuni ça en un seul pot qui s'appelait le RSI. Dès le début, le RSI a eu des difficultés d'existence et de légalité. D'ailleurs, il y a un avocat en France, maître Éric Rocheblave, qui a tenté 3 procès et qui l'a gagné. Et le RSI n'a jamais pu apporter la preuve de son existence légale. Tellement la preuve est là, c'est que comme ils se sont sentis acculés, ils ont été demandés à la Sécurité sociale ce qu'on appelle une DSP, délégation de service public, pour pouvoir fonctionner. Là encore, il s'est passé un problème, c'est qu'ils étaient tout seuls sous ce marché-là, et donc la loi, l'arrêt pour ces pistes, interdit qu'on soit seul sur un marché, il faut être minimum 2. Or, le RSI, à l'époque, quand il a demandé la DSP, il était tout seul, document à l'appui. Et donc, du coup, pour pouvoir fonctionner, le RSI, nous étions dans l'avènement de l'informatique en 2008, et donc toutes les administrations se dotaient de logiciels, ainsi de suite, et donc le RSI n'y échappait pas. Donc ils ont demandé la création d'un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2, et donc, mais le logiciel n'était rien d'autre qu'un programme. Et pour que le programme puisse fonctionner, il lui fallait des données. Et donc, quoi de plus naturel que d'aller chercher chez le logiciel Taïga des URSSAF le nom, le prénom, l'immatriculation, la date de naissance de l'indépendant. Donc, ils ont fait ça rentrer. Plus,
le logiciel SCR, où les gens avaient déjà commencé à cotiser, ils payaient leurs cotisations dans le logiciel SCR. Et quand ils ont marié les 3 systèmes, le SNV2, le Taïga et le SCR, il y a eu un bug informatique. Et ce bug informatique a déclenché des dysfonctionnements et il y a eu des créances surprenantes, puisque il y a des gens qui ont reçu des taxations d'office. Des gens comme moi, j'ai eu 3 immatriculations, alors que j'avais qu'une seule entreprise. Il y a des gens qui étaient à jour, qui se sont trouvés redevables, d'autres qui étaient redevables, qui se sont retrouvés à jour. Il y a des entreprises qui étaient parfaitement à jour, qui ont été radiées, et il y a des sommes extraordinaires qui ont été demandées. Moi-même, j'ai eu un courrier de 84 000 euros. Et donc, alors, donc, du coup, certaines personnes n'ont pas pu payer parce qu'il faut bien boire et manger. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé en France, notamment? Ils ont dépêché des huissiers pour aller saisir les maisons et les entreprises. Et ça s'est soldé par une moyenne, je dis bien une moyenne, de 187 suicides par année. Donc nous, quand on s'est penché sur la chose, moi, j'ai écrit à la directrice générale, la directrice générale de la sécurité sociale, madame, je nomme son nom parce que j'ai un document sous les yeux, madame Mathilde Lino-Leloup, et qui m'a envoyé une réponse le 5/3/2019, dans lequel, pour bien prouver que nous avions raison sur les dysfonctionnements, elle dit, en substance, comme vous pouvez le constater, différentes préconisations ont été prises, différentes précautions, ont été prises dans le cadre de cette réforme pour éviter la réitération des dysfonctionnements connus dans le passé. Ça nous donne raison, comme quoi que nous avions vu juste qu'il y avait des dysfonctionnements et le logiciel n'a jamais été réparé jusqu'à aujourd'hui et continue à émettre des créances surprenantes qui fait qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise se retrouvent avec des cotisations sociales exorbitantes, ils ne peuvent pas payer et les meilleurs cotisants, je termine là-dessus, les meilleurs cotisants ne dépassent pas 450 € de pension de retraite, tandis que ceux qui ont une pension, une carrière hachée se retrouvent avec 120 € de moyenne de pension de retraite. Donc, ce qui veut dire que c'est tous ces dysfonctionnements-là que nous allons expliquer. Nous n'allons pas rentrer dans le détail qu'on a vu tout à l'heure, parce que ça, c'est un travail qui va être fait avec l'expert comptable ou les comptables. En tout cas, le point sur lequel je rejoins Dominique, c'est que effectivement, les charges sociales, je trouve, en Guadeloupe, sont trop élevées par rapport à la taille du marché qu'ont nos entreprises. Et alors, par contre, l'information que je voulais donner aux téléspectateurs, c'est que le système anciennement appelé RSI et le système de caisse de sécurité sociale des salariés ont été fusionnés, qui fait que maintenant, les artisans cotisent et leurs charges sociales sont calculées sur la base, dans le même système que pour celui des salariés. Donc le problème, c'est pas pour défendre l'URSSAF, mais effectivement, les problèmes dont dénonce Dominique, en théorie, ils sont réglés puisque les caisses ont fusionné. Donc, les artisans, les artisans ont été basculés sur le système des salariés, du régime salarié. C'est un mécanisme pervers, et j'insiste là-dessus, parce que l'URSSAF continue à réclamer l'antériorité. Voilà, c'est ça. Oui, par contre, il y a c'est la régularisation. Rappelez-nous le lieu et l'heure du rendez-vous lundi. Alors, c'est lundi à l'espace régional du Rézé, de 18h à 20h30. Donc, je demande à ceux qui voudront venir, donc je répète, auto-entrepreneurs, micro-entreprises qui sont micro-entrepreneurs, réels simplifiés, les retraités, les futurs retraités et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'espère avoir 1 minute pour pouvoir expliquer quelque chose de très important. Ce qu'on va faire, tu auras à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. On fera ça. Voilà, on va faire la transition justement avec la croisière. Il y a les têtes qui ont chauffé là maintenant. On va rejoindre Madame Adonis Isabelle. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Patrice. Voilà, merci. En plus, j'étais très attentive parce que je suis moi-même indépendante. Voilà, donc je pensais bien que ça m'intéresse. Et j'avoue que, comme la plupart de mes collègues, nous sommes asphyxiés par les charges. Parce que quand vous avez moi, je suis taxée au bénéfice. Quand vous avez un bénéfice de 100, vous avez des prélèvements de 80, de 70 à 80. Il vous reste quoi? Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, je ne suis pas au régime salarié. Je suis encore régime URSSAF. Parce qu'on m'a expliqué
que c'était trop tard en fait pour passer au régime salarié et que de toute manière c'était pas forcément plus intéressant. Voilà. Donc je me suis renseignée. Mais honnêtement, je pense que même eux, au sein des organismes qui régissent tout cela, URSSAF, CGSS, etc., moi j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui m'aide, qui a compris la difficulté et qui me dit, écoutez, ne paniquez pas, moi j'ai un moratoire. Donc vous avez un moratoire, on va s'arranger. Oui, il y a comme vous disiez, il y a les trimestres qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc soit vous payez le trimestre qui va s'ajouter au moratoire, soit vous ne le payez pas et votre moratoire il saute et vous êtes susceptible d'être saisi. C'est le serpent qui se mord la queue, franchement. Donc oui. Si vous pouvez trouver une solution à ça, on y travaille, ça serait vraiment fantastique. Ouais. Et il ne faut pas oublier, juste un dernier point là-dessus, c'est que le PGE est en train d'achever les entreprises. Le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Il y a des gens qui ne peuvent pas le rembourser. Parce que la reprise n'a pas été au rendez-vous. C'est ça, c'est ça. Sauf que la dette qui est demandée, elle n'est pas sincère, puisque le logiciel n'a pas arrêté de faire des calculs qui sont faux, insincères et injustes. Donc quand on vous réclame de l'argent, quand vous signez un moratoire, ça veut dire que vous reconnaissez la dette. Or, la dette, elle n'est pas sincère. Ben oui, mais on n'a pas le choix. Ça dépend. Mais sinon, on est saisi, sinon il y a l'huissier, sinon il y a plein de choses. 1353 du Code civil dit clairement que le créancier doit apporter la preuve de la créance. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites une contestation et vous exigez des URSSAF qu'on puisse vous recevoir pour vous expliquer la créance. Et comme ils sont incapables d'expliquer la créance, ils veulent imposer, et bien à ce moment-là, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. À ce moment-là, il faut aller au tribunal. Vous vous rapprochez du SNEC déjà, parce que le monsieur semble connaître bien. Voilà, déjà rendez-vous lundi, et puis ensuite vous prenez la tâche de monsieur Virasamy qui travaille sur ces questions depuis très, très longtemps. Parce que sinon, on n'a pas d'attestation fiscale et sociale, voilà. Et on est bloqué pour aller sur des marchés. Bref, on finit. C'est pour ça que c'est pervers. Oui, alors, donc la Croisière. Isanaja, Consulting. C'est ça. Toujours fidèle au poste. Toujours. Malgré les difficultés. Ouais. Et alors, c'est vrai que je reviens sur le mot croisière, parce que ce mot croisière titille beaucoup de gens. Et je dois dire principalement chez nous. Il n'a pas cette même consonance, connotation dans la Caraïbe. Dès la deuxième édition, les Caribéens ont bien compris l'importance et l'innovation de ce concept, qui fait qu'on part de Guadeloupe ou de Martinique et qu'on arrive à passer dans chaque île de la Caraïbe, enfin, soit nord, soit sud. Chez nous, les premières réactions qu'on a eues, c'est de dire, ouais, la croisière s'amuse, notre business prend l'argent à Moun pour soi-disant pour business, mais à part business, c'est croisière. Alors, ne parlons pas des institutions qui nous disent, mais attendez, comment voulez-vous qu'on présente ce genre de dossier à notre conseil d'administration, etc. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, peut-être que, après tout, ce n'est pas si bête que cela, et c'est peut-être quelque chose de très sérieux qui mérite qu'on s'y penche. Là, sur la dernière édition que nous venons de terminer, nous sommes passés à la Dominique, à Saint-Kitts, à Antigua, nous sommes passés aussi à la Martinique. Et je dois avouer que nous avons été très, très fiers parce que nous avons été reçus par l'OECS, donc c'est l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, et nous avons eu, qui nous suit depuis déjà 3 éditions, et là, ils nous ont confirmé, ils nous ont annoncé qu'ils souhaitaient être partenaires de la CBC, mais ça, on l'avait déjà, mais être à bord de l'événement. C'est-à-dire que la prochaine édition en 2025, donc ça sera la 5e édition, nous aurons à bord non seulement des représentants de l'OECS, qui est donc une institution caribéenne, mais nous aurons aussi des ressortissants de la Caraïbe. Alors, ils s'y sont engagés. La croisière dure combien de temps? 1 semaine. Donc pendant la semaine, on a directement cette institution qui sera à bord, Absolument. Avec qui on pourra faire des échanges. De quelle nature les échanges? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette structure? Alors nous avons 2 aspects. Nous avons les aspects institutionnels et nous avons les aspects purement économiques. Il faut savoir qu'à bord, nous avons des espaces qui nous sont réservés, des salles de réunion, absolument. Donc nous avons tous les jours des débriefings suivis de
conférences, débats, tables rondes. Là, nous en avions une sur les fonds européens et avec un focus sur les dossiers Interreg. Nous avions un atelier sur la médiation, que peu d'entreprises connaissent. Et nous avions quelqu'un qui nous est venu du Burkina Faso, qui a trouvé ce concept fabuleux et qui a fait une conférence débat, une table ronde sur les lions d'Afrique. Quels sont les marchés les plus porteurs pour l'Afrique? Voilà. Vous étiez combien Nous étions un peu plus de 20. Donc une quinzaine d'entreprises, parce qu'il y en a qui travaillent à deux dans leur entreprise. Et donc nous avons, chaque matin, nous descendons du paquebot et nous sommes reçus par l'écosystème local. Donc, c'est en général le représentant de l'État. Donc, nous avions les consuls de France à Antigua et à Saint-Kitts. Et je salue Shona Aleik et Carole Laurent. Et nous avions les représentants du ministère du Tourisme, des agences d'investissement. Nous avons, et je le salue, le directeur d'un des hôtels Sandal, qui est l'une des plus grosses chaînes caribéennes d'hôtels, qui est guadeloupéen et qui est à Antigua, qui nous a reçus, qui nous attend. À la Dominique, nous avons été reçus par toutes les instances économiques de l'île, Dexia, donc tout ce qui concerne l'export, les agrotransformateurs. Ils ont regretté qu'il n'y avait pas plus d'agrotransformateurs avec nous. Et bien sûr, le tourisme. Nous avons vraiment, et ça on se bat contre ce préjugé, nous avons vraiment des choses à mettre en place. En termes de contrat, de retour? Alors, nous avons des retours au niveau tourisme. Donc, il y avait des institutions qui étaient avec nous, qui ont invité les représentants, les ressortissants du tourisme à venir sur nos manifestations parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. Quand on parle de manifestations, salon de ceci ou festival de cela, ils ne sont vraiment pas au courant. Et l'idée, c'est que nous allions aussi porter nos producteurs, notre savoir-faire là-bas. Nous avons eu également un retour sur une entreprise qui fabrique des biocides, donc qui a trouvé des retombées au niveau de l'hôtellerie en positionnant des petits kits anti-moustiques, etc., dans chaque hôtel, dans chaque chambre, mais aussi au niveau distribution. Nous avons au niveau de la Dominique, une connexion qui est en train de se faire au niveau intelligence artificielle pour proposer des solutions de domotique à la Dominique. Mais à Antigua et à Saint-Kitts, nous avons aussi... Alors, il y avait une entreprise qui devait créer une entreprise de nettoyage, espace vert, entretien, etc. Avec une entreprise de Saint-Kitts, c'était tombé à l'eau à cause du Covid. Là, ça y est, elles sont en train de travailler ensemble pour créer l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que la CBC, c'est plus pour les entrepreneurs dans le secteur de la production ou des services, ou les deux? Les deux. Les deux. Comme je disais, on avait également des consultantes, médiation et fonds européens, qui ont trouvé aussi, parce qu'il y en avait une qui voulait se renseigner sur l'intérêt d'un dossier Interreg, par exemple, sur le transport, la médiation, comment intégrer les entreprises, comment ça se passe chez vous, etc. Mais là, elle a des contacts qui sont établis. À Sainte-Martine, il y a le premier vice-président, M. Richardson, qui est venu, qui a tenu à nous recevoir. Il y avait une ressortissante de la Chambre de commerce du côté hollandais qui nous a dit, mais votre concept, il est extraordinaire, l'année prochaine, on est à bord. Alors, moi, il y a une question que je voudrais qu'on pose de manière toujours pragmatique. Alors, je suis chef d'entreprise, j'envisage par exemple de faire une orientation sur la Caraïbe. Est-ce qu'avant je peux te soumettre mon projet, te dire par exemple qu'à la Barbade, je souhaiterais rencontrer tel type de public, des fournisseurs par exemple. Est-ce que c'est possible d'imaginer ça? Que là, tu as parlé des institutions qui peuvent donner un état des lieux sur le pays, l'état du système des affaires, l'état de croissance, les éléments, on va dire, généraux sur la destination. Mais si je cherche des fournisseurs, si je cherche des partenaires, comment ça peut se faire Il y en avait. Ouais. Il y en avait. Il y avait l'idée, oui, c'est d'avoir là, ce que je veux dire, c'est que c'est toi dans l'organisation qui mets en place ça. Mais si j'aurais souhaité peut-être faire une collaboration où j'ai un produit précis. Alors, là où je n'ai peut-être pas insisté, c'est qu'il faut savoir que là, par exemple, je commence à travailler pour l'année prochaine. D'accord. Mais avant le départ de la mission, c'est pour ça que je parle souvent de mission de prospection séminaire d'affaires, pour éviter la croisière qui gêne les gens, j'envoie la liste des participants avec leur secteur d'activité et leur poste.
directeur général, président, etc. Donc avant même qu'on arrive, c'est pour ça qu'eux, ils sont en capacité d'inviter des entreprises qui sont intéressées soit à être distributeurs, soit à être partenaires, etc. Ils ont déjà les secteurs, ils savent qu'il y aura des gens dans l'agrotransformation, dans le tourisme, dans le conseil, et dans le conseil dans tel domaine, dans l'industrie, etc. Ils le savent au moins, normalement, c'est un mois avant, mais au plus tard, 15 jours, 3 semaines avant. Il n'y a pas de hasard. C'est vraiment construit. J'ai une question pour madame. Tu voulais poser une question? J'ai une question pour madame. Supposons que moi, par exemple, je suis dans le milieu de la mode. Donc la croisière, j'ai bien compris, c'est à peu près une semaine. Oui. Si je décide, parce que je suppose que sur le bateau, il y a des salles de conférences. Oui. Et donc si demain, je décide de faire 3 conférences sous une semaine sur le bateau avec des partenaires, des collègues et tout ça pour faire une conférence, c'est possible. Alors, nous, je parle dans le concept de la CBC, nous mettons, parce que maintenant nous sommes très sollicités par des gens qui disent « Ah, mais je suis conférencier, si vous me prenez à charge, je peux vous faire 2, 3 conférences. » Non, je suis désolée. Non, je vous explique juste. Nous avons des gens comme vous venez, comme France Aimée qui vient, qui ont une compétence particulière, qui ont un domaine de spécialisation, plutôt que d'aller chercher des gens à l'extérieur. Je demande à France Aimée, peux-tu faire comme je l'ai fait là pour Ludivine et pour Christelle? Est-ce que ça t'intéresse de faire une conférence débat voilà, sur telle thématique? Donc toi, c'est la finance. Mais voilà. Et là, ça permet non seulement de mettre en avant nos participants, de leur donner de la visibilité, parce que le premier réseau d'affaires, il est à bord. Hein. Je peux vous dire que là, il y en a qui ont trouvé des clients à bord. Mais là, quand j'ai posé la question, c'est des réunions clés en main. Je viens avec mon animateur, je viens avec mes experts, et tout ça, ficelé, clé en main. Et je vais juste avec mes gens sur le bateau, on utilise, on profite, on allie l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'il y a 3 conférences dans la semaine, je viens avec mon monde clé en main, et je fais mes conférences, et puis on retourne sur le bateau, on dit merci beaucoup et au revoir. Donc, vous parlez à terre? Non, sur le bateau. Sur le paquebot. Mais ça sera complètement différent de la CBC, parce que nous, on a déjà un programme tellement chargé que c'est pas possible. Non, mais c'est bien, dans cet esprit-là, j'ai posé la question. Oui, tout à fait. J'ai bien compris la réponse. Parce qu'on a un programme quotidien chargé. J'avais une question, quel est le tarif? Rapidement, c'est la dernière. Quel est le tarif pour participer? Bonne question. Le créneau pour s'inscrire? Alors, le créneau pour s'inscrire, c'est dès maintenant. Sachant qu'on va dans le sud, on partira au mois de mars l'année prochaine. C'est Sainte-Lucie, la Barbade, Grenade, Saint-Vincent et Grenadines. Et le budget, je dirais en gros 3 000 à 4 000 euros. Enfin, 2 000 euros par personne, parce que souvent les gens me disent mais attendez, c'est combien? Donc à peu près 2 000 euros par personne, et qui inclut tout. Donc, le concept croisière en lui-même, voilà, all inclusive, les rendez-vous, les déplacements, les transferts, les traductions, parce que nous avons des interprètes à chaque escale, et tout ça, c'est inclus. À noter que vous avez aussi dans le cadre, alors, au cas par cas, il faut que je l'étudie, la possibilité de solliciter l'aide à l'internationalisation du Conseil régional, qui peut fonctionner parce que c'est considéré comme une mission de prospection à l'international. Voilà, bon, on va conclure sur ça. Moi, je trouve que c'est un super concept, franchement, et qui... le tarif aussi, c'est très abordable, parce que en fait, tu disais que ça peut être pris d'une autre manière quand on parle de croisière, mais je crois que pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que vous partez pour une semaine qui va être de travail et de repos en même temps. Je pense qu'un entrepreneur, ça s'entend. Patrice, il n'y a pas de repos. Non, sur mais la je veux CBC, te dire, il n'y a pas de ressaut. Par contre, c'est très, très disruptif parce qu'on est dans un cadre. Eh ben oui, on peut aller à une réunion en Bermuda parce qu'on est dans un. C'est ça dont je parle. Ça n'a pas de prix. Quand je parle de repos, je parle de couper dans la coupure. Ça nous remet. Que c'est pas la même ambiance. On est sur un bateau. Le soir, on peut sortir. Tu comprends? C'est pas la même chose. Donc, tout à fait. Donc, on est très efficace, en fait. Voilà, parce qu'on est dans un milieu complètement différent et qui mérite d'être vécu. Il n'y a que quand on le vit qu'on peut savoir. Et c'est vrai que souvent, quand on arrive en Guadeloupe, les participants n'ont qu'un mot. D'ailleurs, ils me l'ont dit, Isabelle, la prochaine fois, vous pourrez voir 15 jours. Une semaine de business et une semaine de repos parce que, voilà, on ne profite pas. Numéro de téléphone, si on veut participer, s'inscrire déjà. 06 90 40 82 12. Très bien.
Voilà. Si Jordan peut remettre l'image. Dominique, tu attends tout le monde. Lundi, on sera là. Oui, je voudrais juste en une minute Vas-y. dire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que le logiciel S7V2 a été maintenu malgré ses dysfonctionnements. Ce logiciel a été condamné par la Cour des comptes, a été condamné le 27 octobre 2017 par les députés qui ont voté la mort législative du RSI. Les candidats à l'époque, première candidature de Macron et de Le Pen, et ils ont traité ça de serial killer des entreprises et de monstres bureaucratiques. Bruno Le Maire, qui en 2015 était de l'autre côté, puisque c'est François Hollande qui était président de la République, et lui et 108 parlementaires, document à l'appui, parce que tout ce que je dis est vérifiable. Et donc, il a déposé une motion de réforme sur le numéro 3083 le 29 septembre 2015, stipulant que le RSI doit disparaître. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec les 4 parlementaires, ils ont demandé à ce qu'il y ait une mission parlementaire sur les 17 ans de tyrannie du RSI. Pour l'instant, Mme Parmentier-Lecoq, qui est la présidente de la commission des affaires sociales, a choisi une autre orientation, mais sachez que nous, on ne lâche rien et on va accélérer. Steve, ton numéro de téléphone. Si Alors, mon numéro de téléphone 06 90 59 09 76. 06 90 59 09 76. Donc je profite pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes experts comptables qui sont arrivés sur le marché. Alors vous pouvez appeler l'ordre au 05 90 83 86 55. 05 90 83 86 55 et ils vous accompagneront sur votre choix de statut entre micro-entreprise, réel simplifié puis, ou en société. Voilà. Très bien. Tu auras le temps d'expliquer ça. Voilà. Pour ces numéros de téléphone, contact. Le contact sur le réseau Les Entrepreneurs Inarrêtables. Les.entrepreneurs inarrêtables. Très bien. Au pluriel. Isabelle, à bientôt. Bon, je voulais finir par une image, mais on remettra ça. Le numéro de téléphone de Jordan, je le donne pour les... C'est un homme à marier, 06 90 25 22. On ne sait pas le reste. Bon, ok, Jordan, j'ai fait le travail, hein, c'est bon? Bon, merci à tous, bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.